Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour notre U-Mag de ce mois de décembre. 3 sujets sont au programme. Nous aurons les témoignages de 3 chercheurs qui répondront à la question « Qu'est-ce que c'est être chercheur à l'université ?» Suite de notre série 14-18, des soldats et des civils sous la terre, aujourd'hui nous nous rendrons au cimetière de Tarsienne. Et pour terminer, nous nous demanderons s'il est encore possible de créer une nouvelle banque en Belgique. Savez-vous que plus de 650 chercheurs travaillent à l'université de Namur? Aujourd'hui, ainsi que le mois prochain, nous vous proposerons d'en rencontrer. Voici les 3 premiers. Vous allez voir qu'ils œuvrent dans des domaines fort différents, comme la physique, la langue des signes ou l'archéologie. Donc moi j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai tout d'abord travaillé un peu plus d'une dizaine d'années dans le milieu industriel et puis ensuite je suis revenu dans le monde universitaire en tant que chargé de cours et puis professeur. Je me suis vite rendu compte en fait que le financement de la recherche fondamentale était finalement à périmètre constant et que dès lors il fallait peut-être aller chercher des financements autres et en particulier des financements en recherche appliquée en relation avec le monde industriel. Lorsque vous élaborez des projets de recherche avec le monde industriel, vous devez parler leur langage et dès lors vous devez plus agir comme chef de projet, ce qui nécessite l'acquisition de compétences en, par exemple, plan d'affaires, en planification, et donc finalement développer un caractère interdisciplinaire et multidisciplinaire de manière à rassembler alentour de la table des chercheurs de différents horizons. Ceci s'est également matérialisé de mon chef dans le cadre de l'élaboration de l'Institut Narilis, l'Institut de recherche dans le domaine des sciences de la vie, qui est une association entre l'hôpital universitaire Montgaudine et l'université de Namur, où finalement nous composons des projets de recherche constitués de chercheurs issus d'horizons comme par exemple la physique, la chimie, la biologie, la médecine, la pharmacie, etc. Et l'idée est de faire travailler tous ces gens ensemble de manière à faire en sorte qu'un projet soit un succès. Mes recherches portent sur l'étude linguistique de la langue des signes de Belgique francophone. J'ai fait mon doctorat ici à Namur, un postdoc aux Pays-Bas, et puis j'ai eu la chance de décrocher un poste définitif au FNRS. Ça m'a permis d'être autonome, d'accéder à des financements et donc de développer mon équipe et la recherche dans ce domaine. En tant que membre du NARC, c'est-à-dire un collège de quelques chercheurs ici à l'université de Namur, j'ai un soutien logistique au montage des projets et aussi une relation assez privilégiée avec un collègue étranger qui est mon mentor, qui guide et évalue mes recherches. J'ai toujours eu un ancrage local assez serré avec les classes bilingues d'école et surdité au sein de l'école Sainte-Marie à Namur, avec la question de la formation des interprètes en Belgique francophone et combiné à ça un réseau international tout à fait nécessaire parce que mes collègues les plus proches sont en Flandre et à l'étranger. Ce qui a changé mon métier, bien sûr, c'est le fait d'avoir un mandat définitif, donc d'avoir des collègues, et aussi, surtout, de pouvoir inclure des collègues sourds dans cette recherche. Mes recherches portent sur le patrimoine architectural que j'étudie en allant sur le terrain, en faisant des études de terrain, des études archéologiques. Ce sont des recherches qui impliquent également des collaborations avec différents collègues, différentes disciplines, notamment l'histoire et la géologie ici à l'université de Namur, mais également avec des collègues externes à l'université de Namur dans le cadre de projets interdisciplinaires. L'interdisciplinarité est une dimension capitale de l'activité de l'archéologue et cette interdisciplinarité est également particulièrement stimulante puisque ça oblige de faire évoluer les méthodologies, se poser toujours de nouvelles questions. Ces relations sont également très importantes avec la région wallonne, le ministère de la région wallonne, pour l'échange de données,
mais également pour l'accès à toute une logistique de chantier mise en œuvre pour la restauration de ces grands édifices. C'est une activité scientifique qui est très intéressante et très épanouissante, avec notamment ce caractère exaltant de la recherche de terrain et la possibilité de trouver parfois des vieux dispositifs oubliés depuis le Moyen-Âge, avec aussi la grande satisfaction de voir des résultats de recherche contribuer à la sauvegarde du patrimoine architectural. Il faut également prendre en considération aujourd'hui la place de plus en plus importante des technologies numériques et donc il faut également être capable à la fois d'intégrer ces nouvelles méthodes comme l'image 3D par exemple dans la méthodologie, dans l'analyse, tout en étant capable d'en évaluer les enjeux et les limites. « 14-18. Nous poursuivons nos visites des cimetières liés à la Grande Guerre. Dans cette série des soldats et des civils sous la terre, nous nous rendons aujourd'hui au cimetière de Tarsienne, un cimetière de soldats allemands, français, entre autres. Nous y retrouvons Axel Tixon, historien, en compagnie de Christophe Sweisen, graphiste. Ben voilà, on est au cimetière de Tarsienne ici, donc on est dans l'entre-Sambre-et-Meuse, un peu à mi-chemin entre Charleroi et Philippeville. On commence la visite de cette nécropole par un monument, c'est celui d'un haut gradé de l'armée allemande, le prince Frédéric de Saxe-Meiningen. Ce prince a donc eu un traitement de faveur dans la mort. Oui, dans l'hommage qui est fait à la mort, effectivement, il dispose d'un monument ici, alors que la tombe n'est pas là, son corps n'est pas ici, il est en Allemagne, à Meiningen. Et donc voilà, il était quand même lieutenant général, donc ce qui est un grade assez élevé dans l'armée allemande, et il est mort ici, à Tarsienne, comme l'indique d'ailleurs le monument. Ça montre que en ce début d'août 14, les gradés sont vraiment en avant de leurs troupes ou parmi les premières lignes et donc peuvent aussi être victimes des combats, de balles perdues, voire de coups d'artillerie. Les autres tombes sont fort différentes de cette stèle. Voilà, tout à fait. Puis ici, on a vraiment des tombes avec des pierres qui présentent, qui évoquent les personnes qui sont ensevelies en dessous, avec des inscriptions, avec 2 ou 3 soldats qui sont évoqués, des soldats, des cavaliers, des fantassins, des sergents, des caporaux, donc un peu à l'intérieur de toutes les strates de l'armée. Comment ça se fait qu'on ne pouvait pas identifier les gens? Ah ben parce que les combats ayant eu lieu, les corps ayant été abandonnés sur le champ de bataille, on est quand même au début de la guerre, dans une guerre de mouvement. On n'est pas du tout dans cette vision des tranchées où on a 2 lignes l'une en face de l'autre avec un no man's land au milieu. Ici, on a vraiment une guerre de mouvement et donc il y a des soldats qu'on a peut-être retrouvés 1 jour, 2 jours, 1 semaine après les combats, dans un état de décomposition assez important, on est en été. Et donc là, c'est fini, on ne sait pas les reconnaître. Oui, le cimetière est assez particulier aussi. Oui. Dans son ambiance. Dans son ambiance. Oui. On a un cimetière à l'allemande, c'est-à-dire où on a une présence des arbres qui est importante. On a du chêne, hein. Ici on est en dessous, on les reconnaît bien. Donc ça c'est caractéristique des cimetières allemands, c'est cette présence des arbres. Et donc dès le départ, ce qui est intéressant, les Allemands ont enseveli aussi bien des gens des compatriotes que des Français, comme on le voit très bien, un à côté de l'autre, ce qui est rare en Wallonie. Et il y a eu un souci de réconciliation par rapport à la mort? Oui, absolument. On a dans les commémorations actuelles, aujourd'hui, l'habitude, c'est véritablement que dans ces cimetières-ci, on joue la Brabançonne, mais aussi la Marseillaise et l'hymne allemand.
ici on a les deux ossuaires, un ossuaire français, un ossuaire allemand, avec les inscriptions en français, les inscriptions en allemand. Je suis qu'un soldat, la la, la la la. Autre spécificité, là on les voit assez bien, ce sont des tombes de soldats d'Afrique du Nord, essentiellement sans doute plutôt marocains ou algériens, qui faisaient partie de ce qu'on appelait les zouaves, c'est-à-dire des bataillons qui regroupaient donc des soldats qui venaient des colonies et qui sont venus se battre ici en 1914 et qui sont tombés ici de manière d'ailleurs assez importante. Donc on a une diversité quand même bien spécifique dans ce cimetière-ci. Et la présence de ces Allemands, ces Français, même apparemment deux Russes, des Maghrébins, est-ce que ça participe pas à la notion de devoir de mémoire? Oui, absolument. On a ici à Tarsienne, comme dans d'autres cimetières, mais certainement avec un accent particulier vu l'importance des Allemands et des troupes maghrébines en 1914, on a une multiculturalité qui est quand même importante. Sur le plan des religions, par exemple, on a des protestants, on a des catholiques, on a des musulmans, on a des laïcs et même des juifs. Donc on a ici un petit peu un mélange des religions, un mélange des peuples, où quand on se souvient des victimes de la guerre, on se souvient des différentes religions et des différents peuples. Je n'étais qu'un soldat. La la la, la la la, la la la. La FUCID, l'ONG de l'université, organise tous les jeudis sur le temps de midi des rencontres thématiques à destination de tout public. Vous y êtes d'ailleurs cordialement invités. Vous avez peut-être entendu qu'il est question de créer une banque citoyenne. Mais est-ce possible qu'une nouvelle banque puisse trouver sa place dans le paysage des banques belges et internationales ? Tous les jours, on nous parle de crise économique. Le coût des erreurs commises par les banques au début des années 2000 continue d'être payé aujourd'hui par les travailleurs. Comment empêcher ces travers financiers de se reproduire? Quelles options pour les citoyens? Qui existe comme le projet Cresao. La crise financière qui a éclaté en 2008, elle a été le résultat du fait qu'une série de grandes banques, à commencer par une grande banque américaine, ont utilisé l'argent des épargnants pour investir dans de la spéculation, et entre autres de la spéculation sur les marchés immobiliers. Ce qui s'est passé, c'est que les banques investissaient les unes dans les autres. Donc il y a cette grande banque, Lehman Brothers, qui avait investi très fort dans l'immobilier américain, et nos banques à nous avaient investi dans des fonds de Lehman Brothers. Et donc, en 2008, ce modèle s'est effondré, et à cause de ça, l'État a dû racheter, avec l'argent de nos impôts, a dû racheter les banques qui s'étaient effondrées. Et donc, une des raisons de ça, c'est qu'on avait supprimé la séparation qui existait dans le passé entre les banques de dépôt, qui sont les banques qui collectent l'épargne des citoyens, et les banques d'affaires qui sont là pour prendre des risques dans l'économie. Et donc, un des problèmes, c'est cette séparation qui n'existait plus entre emprunter et déposer de l'argent d'une part et prendre des risques de l'autre. Si on veut éviter de retomber dans la crise dans laquelle on est tombé et dans laquelle on est toujours depuis 6 ans, il faut absolument remettre des règles dans le système financier. Il faut imposer aux banques qui récoltent l'argent des citoyens de ne pas l'utiliser pour spéculer. C'est pour ça qu'on a obtenu qu'il y ait une scission, pas tout à fait totale, mais une quasi-scission entre les banques qui récoltent l'argent des citoyens et celles qui financent l'économie. Mais il faut aussi créer des alternatives, et c'est pour ça qu'on a voulu créer une nouvelle banque, qu'on est en train de créer une nouvelle banque, la Newbie, qui sera une banque qui sert aux citoyens et qui appartient aux citoyens. Le CNCD 1111, ce sont des dizaines d'organisations qui, depuis près de 50 ans, se sont mises ensemble pour promouvoir la solidarité internationale, la solidarité avec les pays en développement. Aujourd'hui, on se rend compte que notre système financier détruit les pays en développement, et c'est la raison pour laquelle on s'est dit on veut rejoindre un projet d'une banque qui a des valeurs éthiques, des valeurs de solidarité, qui va investir dans l'économie locale en Belgique plutôt que dans le travail des enfants en Afrique, et qui nous permettent de tout simplement mettre la finance au service de l'économie. D'abord, la Newbie, c'est une banque qui est coopérative. Ça veut dire que c'est une banque qui va appartenir à ses citoyens, à ses épargnants, qui vont pouvoir décider de ce qui est fait avec leur argent.
Et pour ça, on a voulu que ça soit une banque à la fois sobre, qui ne va donc pas faire n'importe quoi avec l'argent, et qui va essayer de fonctionner avec les coûts les moins grands, et aussi une banque qui est transparente, qui permet à chacun, quand il place son argent, de savoir à quoi il va servir. Et le but final, la quatrième valeur, c'est d'avoir une banque qui finance l'économie réelle pour permettre à l'économie de servir la société. Notre U-Mag se clôture ici. Rendez-vous donc le mois prochain. Il y sera notamment question de la suite des témoignages de chercheurs scientifiques et de la rencontre d'un ancien étudiant, Jean-François Pacaud de l'Avenir Namur. Bonne fin de soirée à vous tous, bonne fête de fin d'année et au plaisir de vous revoir l'an prochain.